Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'avoir été désigné volontaire aujourd'hui pour faire œuvre de président de ce jury. Je suis Julien Viard, je suis directeur de recherche au CNRS. Le jury aujourd'hui est composé de Elie Vergover, qui est professeur à l'Université de Genève, de Steve Magerus, qui est professeur à l'Université de Liège, de Marlène Abadi, qui est maîtresse de conférence de l'Université Aix-Marseille. Et le jury contient aussi, non pas sûr, nous avons aussi l'équipe d'encadrement, Mélanie Serle, qui est psychologue au CHU, euh, Sophie Porta, Sophie Porta, qui est maîtresse de conférence à l'UGA, et Benoît Lemaire, qui est aussi maître de conférence à l'UGA. Et aujourd'hui, on se réunit pour avoir le plaisir d'évaluer le travail de thèse d'Inès. Inès, on te propose de te laisser 45 minutes de parole pour nous présenter tes travaux et ensuite on aura une séance de questions-réponses. Ok, merci. Bonjour à tous et à tous. Un grand merci déjà pour votre présence aujourd'hui. Et avant de commencer cette présentation, je tiens également à remercier les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail de thèse. Et donc, mes travaux de thèse, ils se sont intéressés au rôle des représentations sémantiques dans le maintien des informations en mémoire de travail. Et ils ont été encadrés par Benoît Lemaire et Sophie Porte. Je vais commencer cette présentation par définir le concept de mémoire de travail, qui est le centre de notre objet d'étude. Et pour cela, je vais prendre deux exemples de situations dans lesquelles la mémoire de travail est fortement impliquée. Imaginez-vous, au départ d'un sentier de montagne, pour pouvoir ranger votre carte dans votre sac à dos, vous essayez de retenir dans l'ordre les premières étapes de l'itinéraire indiqué sur le guide. Donc, il faut suivre le balisage jaune, tourner à gauche après le ruisseau, prendre 3 lacets. Et plus tard, en croisant d'autres randonneurs, vous suivez le fil de la conversation et en même temps, vous préparez mentalement la question que vous souhaitez leur poser. Et donc là, il s'agit de deux situations qui font intervenir la mémoire de travail. On peut donc définir la mémoire de travail comme une fonction cognitive qui permet de maintenir temporairement des informations disponibles pour pouvoir les utiliser dans des tâches cognitives en cours. Il y a donc deux aspects en mémoire de travail, le maintien et le traitement. Et la mémoire de travail est essentielle dans de nombreuses activités de la vie quotidienne, telles que suivre une conversation, lire, cuisiner ou encore faire du calcul mental. Cependant, la mémoire de travail a des capacités limitées. On ne peut pas tout retenir, l'oubli est inévitable. Et les modèles de la mémoire de travail, ils proposent que l'oubli est causé à la fois par le temps qui passe et par la survenue de nouvelles informations dans notre environnement. Mais heureusement, on peut mettre en place des stratégies de maintien qui vont nous aider à mieux retenir les informations. Et les études montrent que nous pouvons adapter ces stratégies de maintien en fonction des contraintes et des objectifs de la situation actuelle. Et donc, dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié l'influence de ces stratégies. Parmi les stratégies les plus étudiées, nous retrouvons la répétition, qui consiste simplement à répéter en boucle, à voix haute ou dans nos têtes les informations. Cette stratégie, elle est peu coûteuse cognitivement. Par contre, elle est limitée. On ne peut pas répéter beaucoup d'informations à la fois. Ensuite, on retrouve le rafraîchissement. Donc, c'est le fait de repenser brièvement aux informations pour contrer leur oubli. Et contrairement à la répétition, le rafraîchissement, il ne se limite pas aux informations verbales, mais il peut nous aider aussi à retenir les informations visuelles ou spatiales. Par contre, c'est une stratégie qui est coûteuse cognitivement. Et enfin, nous retrouvons les stratégies sémantiques. Et je vais prendre un peu plus de temps sur ces stratégies, car c'est le deuxième concept central de ces travaux de thèse. Donc, les stratégies sémantiques, elles reposent sur les connaissances sémantiques. Ce sont toutes les connaissances générales que nous avons sur le monde. Par exemple, nous savons que Paris est la capitale de la France, ou nous connaissons la date d'anniversaire de nos proches. Et contrairement aux informations en mémoire de travail, nous n'avons pas besoin de faire tout le temps un effort pour les retenir. C'est des choses que nous savons pour longtemps, que nous avons appris pour longtemps. Et donc, il semblerait que nos connaissances sémantiques pourraient nous aider à mieux retenir les informations en mémoire de travail. Pour vous donner un exemple, dans une expérience, lorsque les personnes doivent apprendre des listes de mots, ce sont les personnes qui rapportent utiliser le plus de stratégies sémantiques qui ont les meilleures capacités en mémoire de travail. Par exemple, les stratégies sémantiques souvent évoquées, c'est le fait de créer une image mentale,
ou de raconter une histoire avec les mots. En fait, il s'agit de faire du lien avec nos connaissances. Et donc, dans le cadre de cette thèse, nous avons cherché à mieux comprendre le rôle des connaissances sémantiques pour le maintien des informations en mémoire de travail. Et pour répondre à cette question, ce travail de thèse s'est organisé en 4 axes expérimentaux. Et plus spécifiquement, les 2 premiers axes se sont intéressés à la mobilisation spontanée de stratégies sémantiques chez les jeunes adultes. Et pour ça, on a adopté une approche comportementale et une approche computationnelle. Et ensuite, les 2 axes suivants ont investigué l'influence des stratégies sémantiques en mémoire de travail, mais cette fois dans le cadre du vieillissement normal et pathologique. Et donc, nous allons commencer avec nos premiers travaux expérimentaux qui se sont intéressés aux stratégies d'élaboration en mémoire de travail. Nous avons conduit ces expérimentations face à une contradiction qui est apparue dans la littérature. D'un côté, comme je vous l'ai expliqué, de multiples études ont montré que oui, les connaissances sémantiques soutenaient le maintien des informations en mémoire de travail. Toutefois, Bartsch et collaborateurs ont mené une série d'études dans lesquelles les participants devaient apprendre des listes de mots et ils avaient pour consigne soit de les répéter, soit de créer des images ou des phrases. C'est ce que nous appellerons l'élaboration. Et donc, si les connaissances sémantiques aident au maintien en mémoire de travail, nous devrions observer de meilleures performances dans les conditions avec une consigne d'élaboration. Sauf que les résultats ont montré que l'utilisation des stratégies d'élaboration n'était finalement pas bénéfique pour le rappel en mémoire de travail, alors qu'ils étaient bien bénéfiques en mémoire à long terme. Donc là, on est face à un paradoxe avec, d'un côté, les stratégies sémantiques qui sont bénéfiques pour le maintien des informations, mais pas quand on donne une consigne explicite. Et donc, nous avons une des hypothèses, avant ce qu'on souhaite étudier, l'hypothèse pour laquelle on observe ce paradoxe, ce serait que le fait d'imposer une consigne aux participants, ce serait trop coûteux cognitivement, et donc empêchant d'observer le bénéfice en mémoire de travail. Et donc, nous avons souhaité investiguer cette hypothèse en conduisant une série d'études dans laquelle les participants ils étaient libres d'utiliser les stratégies qu'ils souhaitaient. Et donc, en fait, nous sommes appuyés sur le constat que l'élaboration prend du temps pour être mise en place. Donc, nous avons manipulé les temps libres disponibles pour la mobilisation de stratégies en nous demandant si l'extension du temps libre pouvait encourager la mobilisation spontanée de stratégies d'élaboration. Pour cela, nous avons mis en place une tâche d'emploi complexe dans laquelle les participants devaient apprendre 6 mots qu'ils voyaient un par un et qu'ils devaient ensuite rappeler dans le bon ordre. Et entre chaque mot, il y avait une tâche de traitement, une tâche de localisation spatiale, où les participants voyaient des formes et devaient déterminer si la forme était en haut ou en bas de l'écran. Et ensuite, les croix qui apparaissent à l'écran ici, ce sont les temps libres. En fait, ce sont des participants ou des temps où les participants n'ont rien à faire. Et nous savons que les participants, ils utilisent ces temps libres pour mettre en place des stratégies pour contrer l'oubli. Et donc, nous nous sommes concentrés sur la manipulation de ces temps libres. Dans la condition que vous voyez ici, c'est la condition avec les temps libres massés. Donc, c'est-à-dire que les participants disposaient de 4 courts temps libres entre chaque mot. Et nous allons comparer cette condition avec une condition au temps libre massé, où cette fois, les participants ils disposaient de seulement 2 temps libres, mais plus longs. Et donc, le temps libre total, il est le même entre les 2 conditions, mais c'est la distribution qui change. Et puisque les stratégies d'élaboration prennent du temps à être mises en place, nous supposons que les participants devraient pouvoir mettre en place des stratégies d'élaboration dans ces conditions avec les temps libres massés, mais pas au moins dans les conditions avec les temps libres distribués où les temps libres sont plus courts. Donc là, il s'agit du paradigme que nous avons utilisé dans les études 1 et 4. Et en plus de ça, seulement dans l'étude 4, à la fin de chaque essai, il y avait un report de stratégie où les participants devaient indiquer la stratégie qu'ils avaient utilisée pour l'essai. Et enfin, à la fin des 2 expériences, il y avait aussi un rappel différé afin d'évaluer l'effet de nos manipulations sur la mémorisation à long terme. Et donc, nous supposions que les temps libres massés allaient favoriser l'utilisation spontanée de stratégies d'élaboration. Et donc, si c'est le cas, nous devrions observer de meilleures performances de rappel immédiat pour les temps libres massés, mais également des meilleures performances pour le rappel à long terme et plus de report de stratégies d'élaboration. Je vais désormais vous présenter les résultats de ces 2 études. Tout d'abord, pour l'étude 1, ici, vous voyez les résultats pour le rappel en mémoire de travail, donc le rappel immédiat. Vous avez la proportion correcte de mots rappelés en fonction de la distribution des temps libres.
Et sur ce graphique, on peut voir que conformément à nos hypothèses, il y a des meilleures performances pour les temps libres massés que distribués. Et nous observons exactement le même pattern de résultats pour l'étude 4. Par contre, on n'a pas observé ces résultats lors du rappel différé. Donc, aussi bien pour l'étude 1 que pour l'étude 4, nous observons que les performances de rappel différé ne varient pas significativement en fonction de la distribution des temps libres. Et ensuite, pour ce qui est du report de stratégie, sur ce graphique, vous pouvez voir la proportion d'essais dans lequel chaque type de stratégie est rapporté en fonction de la distribution des temps libres. Et donc, on s'intéresse spécifiquement aux stratégies d'élaboration. Et ici, on remarque que les proportions sont très similaires. Donc, c'est-à-dire que la distribution des temps libres, elle n'a pas influencé le type de stratégie que les participants rapportaient utiliser. Donc, si on fait la synthèse de nos résultats ici, nous avons effectivement observé que les temps libres massés par rapport à distribués permettaient des meilleures performances en mémoire de travail, en rappel immédiat. Toutefois, nous n'avons pas observé ce bénéfice sur le rappel différé, ni sur le report de stratégie. Donc, en fait, on ne peut pas confirmer notre hypothèse initiale selon laquelle les temps libres massés favoriseraient l'utilisation de stratégies d'élaboration. Toutefois, il y a bien une influence sur le rappel immédiat. Donc, la distribution des temps libres, elle a bien influencé les stratégies de maintien. Et nous avions alors deux hypothèses. Finalement, soit les temps libres massés, ils permettent une meilleure utilisation de la répétition phonologique, soit une meilleure utilisation des connaissances sémantiques. Et les études 3 et 5, que je vais vous présenter tout de suite, nous ont permis de départager ces hypothèses. Donc, dans ces deux études 3 et 5, nous avons utilisé exactement le même paradigme avec les temps libres distribués et massés. Simplement, dans l'étude 3, les participants ils devaient retenir soit des mots, soit des pseudomots. Et en fait, les pseudomots, ça ressemble à des mots, ils respectent les règles phonétiques de la langue, mais ils n'existent pas vraiment. Donc, nous n'avons pas de contenu sémantique associé aux pseudomots. Donc ça, c'est pour l'étude 3. Et dans l'étude 5, les participants ils devaient retenir soit des mots concrets, soit des mots abstraits. L'hypothèse sous-jacente est que si les temps libres massés ils favorisent l'utilisation de la répétition, alors nous devrions observer un bénéfice à la fois pour les mots et les pseudomots dans l'étude 3 et à la fois pour les mots concrets et abstraits dans l'étude 5, étant donné qu'il est tout aussi facile de répéter tout ce matériel. En revanche, si les temps libres massés ils favorisent l'utilisation des connaissances sémantiques, alors nous devrions observer un effet bénéfique des temps libres, principalement sur les mots dans l'étude 3 et principalement sur les mots concrets dans l'étude 5, car les pseudomots et les mots abstraits, finalement, ils ne sont pas ou moins associés à des connaissances sémantiques. Et donc, voici les résultats. Ici, vous avez les résultats pour le rappel immédiat, toujours la proportion de mots correctement rappelés en fonction de la nature des stimuli et pour les temps libres massés et distribués. Et donc, dans l'étude 3, nous observons bien un bénéfice des temps libres massés, mais seulement pour les mots et pas pour les pseudomots. De même, dans l'étude 5, nous observons bien un bénéfice des temps libres massés pour les mots concrets, mais pas pour les mots abstraits. Et comme les expériences précédentes, nous n'avons pas observé d'effet de la distribution des temps libres sur le rappel différé. Donc finalement, ces résultats ils sont plutôt en faveur d'une meilleure utilisation des connaissances sémantiques. Donc, si nous récapitulons, au cours de 5 expériences, nous avons observé un bénéfice des temps libres massés en mémoire de travail. Un bénéfice qui dépend des connaissances sémantiques, car non retrouvé sur les mots abstraits ni sur les pseudomots. Toutefois, l'élaboration ne permet pas d'expliquer nos résultats, car nous n'avons pas d'effet à long terme et pas d'effet sur le type de stratégie reportée. Et une des hypothèses prometteuses pour pouvoir rendre compte de nos résultats, c'est l'hypothèse d'un maintien sémantique direct en mémoire de travail. Et je vous explique tout de suite la différence avec notre hypothèse initiale d'élaboration. En fait, l'hypothèse d'élaboration, ça implique un enrichissement des informations à partir de nos connaissances, et donc cela implique de récupérer des informations depuis la mémoire à long terme, donc ça devrait également avoir un bénéfice en mémoire à long terme. Mais à l'inverse, l'hypothèse d'un maintien sémantique direct propose que les connaissances sémantiques, elles pourraient soutenir le maintien directement en mémoire de travail, sans déplacement en mémoire à long terme, expliquant pourquoi nous pouvons avoir un bénéfice en mémoire de travail sans bénéfice en mémoire à long terme. Et donc, ceci nous amène à notre deuxième partie concernant l'investigation computationnelle dans laquelle nous avons justement souhaité investiguer plus amplement cette hypothèse d'un maintien sémantique direct. En fait, nous disposons d'un modèle computationnel nommé le modèle TBRS étoile
qui permet de simuler le comportement humain dans le cas de tâches d'emploi complexes. Et donc, sans être exhaustif, je vais rapidement vous donner un aperçu du fonctionnement de ce modèle qui repose sur le modèle verbal TBRS. Donc, l'idée fondatrice, c'est que la mémoire de travail, elle implique à la fois le maintien et le traitement des informations. Tous deux impliquent des ressources attentionnelles, sauf que ces ressources attentionnelles, elles sont limitées, faisant que nous sommes obligés de sans cesse alterner entre le maintien et le traitement des informations. Et enfin, il y a un déclin temporel faisant que lorsque nos ressources attentionnelles sont allouées au traitement, les informations à maintenir ont tendance à être oubliées. Ce fonctionnement, il est représenté sur ce graphique. Donc, sur ce graphique, les participants ou le modèle doivent retenir des lettres. Et au moment où la lettre est encodée, son activation en mémoire augmente. Par contre, pendant les périodes de traitement en gris foncé, l'attention, elle est allouée à la tâche de traitement. Donc, les informations en mémoire de travail ont tendance à décliner. Et le modèle où les participants, ils peuvent profiter des temps libres pour rafraîchir les informations, pour éviter leur oubli. Et donc, plus il y a de temps libre, meilleures sont les performances mnésiques car le participant ou le modèle ont plus de temps pour rafraîchir les informations. Et à l'inverse, plus le traitement est long, moins il y a de temps pour rafraîchir les informations, donc moins bonnes seront les performances en mémoire de travail. Et dans un premier temps, nous nous sommes demandé si le modèle TBRS, disposant uniquement du rafraîchissement pour retenir les informations, pouvait rendre compte de nos résultats comportementaux. Toutefois, pour rappel, dans notre série d'études, la quantité de temps libre et de traitement était équivalente dans les deux conditions. Il y avait seulement la distribution des temps libres qui changeait. Donc, une différence d'efficacité du rafraîchissement ne devrait pas pouvoir expliquer nos résultats. Donc, ce fut la première étape, vérifier que le modèle TBRS étoile ne parvenait effectivement pas à reproduire l'effet de la distribution des temps libres. Donc, sur ce premier graphique, vous pouvez retrouver nos données comportementales. Ce sont les mêmes données que présentées précédemment, seulement cette fois représentées par position cervelle. Et voici les résultats du modèle. Ici, nous observons un pattern de résultats complètement inverse par rapport à nos données comportementales, avec des meilleures performances pour les temps libres distribués. Donc, en fait, le modèle TBRS étoile, ici, ne reproduit pas du tout nos données. Mais un modèle computationnel, il dispose de plusieurs paramètres qui définissent son fonctionnement. Par exemple, on peut manipuler la vitesse à laquelle les informations sont oubliées ou à laquelle elles sont rafraîchies. Et donc, on a essayé de trouver une combinaison de paramètres qui permettait de mieux reproduire nos données. Toutefois, on voit que ça ne marche pas, même quand on fait varier les paramètres du modèle TBRS étoile, on n'arrive pas à reproduire notre effet des temps libres. Donc, face à ce constat, nous avons proposé de modifier ce modèle. Et pour cela, j'ai implémenté un mécanisme reproduisant les effets d'un maintien sémantique direct. Nous appellerons ce nouveau modèle le modèle TBRS étoile S+. Je le dirai qu'une fois. Et donc, ce mécanisme est reposé, donc l'ajout de ce mécanisme reposait sur 4 postulats essentiels. Nous savons que le maintien sémantique est bénéfique pour le maintien des items, donc nous avons implémenté un boost qui renforce l'activation des items. Ensuite, le maintien sémantique, c'est un traitement profond de l'information qui nécessite du temps. Donc, ce boost sémantique, il s'accumule uniquement lorsque l'item a atteint un niveau d'activation suffisant et il s'accumule selon une fonction sigmoïde. Une fonction sigmoïde, ça ressemble à ça. Et ici, on voit que quand on passe qu'un peu de temps à faire du maintien sémantique, il n'y a pas de bénéfice, mais que le bénéfice, il se déclenche seulement au bout d'un certain temps. Et ce point, c'est vraiment essentiel pour nous car c'est ça qui nous permet de supposer que seulement dans les temps libres massés, les participants et donc le modèle pourront faire du maintien sémantique assez longtemps d'un coup et donc qui permettra un bénéfice dans les conditions avec les temps libres massés et pas dans les temps libres distribués. Et enfin, le dernier postulat, c'est qu'il y a un oubli des informations au cours du temps. Donc, la valeur du boost, elle va décliner si l'attention n'est pas allouée au maintien sémantique de l'item. Et donc, une fois implémenté, l'enjeu, c'était d'obtenir les paramètres du modèle pouvant le mieux reproduire nos données. Pour cela, nous avons fait ce qu'on appelle un grid search, c'est-à-dire que nous avons fait tourner de très nombreuses fois notre modèle avec toutes les combinaisons possibles des valeurs de 6 paramètres. Puis, nous avons sélectionné les modèles qui reproduisaient nos effets comportementaux. Et parmi ces modèles, le meilleur modèle, c'est celui qui s'ajuste le mieux à ces données. Et bonne nouvelle, ici, nous observons que ce nouveau modèle permet effectivement de très bien reproduire nos données comportementales.
Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en modifiant seulement les valeurs de deux paramètres liés à l'efficacité du maintien sémantique, nous parvenons également à reproduire l'absence de bénéfice des temps libres pour les pseudomots et pour les mots abstraits. Donc finalement, la modélisation computationnelle, elle a soutenu l'hypothèse d'un maintien sémantique direct en montrant que la simple prise en compte du rafraîchissement ne suffisait pas à rendre compte de nos résultats et qu'en plus, le nouveau modèle il permet à la fois de rendre compte de l'effet, la distribution des temps libres pour les mots concrets, mais de l'absence de cet effet pour les pseudomots et pour les mots abstraits. Donc désormais, je vous propose de passer au second aspect de ce travail de thèse concernant l'évolution de la mémoire de travail lors du vieillissement. Et pour cela, nous avons d'abord mené deux études comportementales qui visaient à investiguer le rôle des connaissances sémantiques en mémoire de travail lors du vieillissement. Et par souci de temps, ici, je présenterai uniquement l'étude 8. Donc, nous savons qu'il y a un déficit de la mémoire de travail au cours du vieillissement, mais à l'inverse, de nombreuses études montrent que les connaissances sémantiques, elles restent préservées avec l'âge. Et face à ce constat, plusieurs études ont montré que les personnes âgées, elles pouvaient utiliser leurs connaissances sémantiques pour compenser leur déficit en mémoire de travail. Donc finalement, la différence liée à l'âge, elle serait réduite dans les situations où les personnes peuvent utiliser les connaissances sémantiques. Mais à l'inverse, on a un autre corpus d'études qui a montré des résultats totalement opposés, avec cette fois un déficit lié à l'âge augmenté dans les conditions où les participants ils devaient utiliser des stratégies sémantiques. En fait, finalement, les personnes âgées, elles auraient plus de difficultés que les jeunes adultes à utiliser ces stratégies. Donc, face à ces résultats contradictoires, notre étude, elle visait à tester une nouvelle hypothèse explicative qui pourrait rendre compte de l'ensemble de ces résultats. En fait, nous suggérons que les études qui montrent une réduction des différences liées à l'âge concerneraient des situations dans lesquelles les stratégies sémantiques peuvent être mises en place de manière peu coûteuse cognitivement. C'est par exemple le cas si vous devez retenir ces lettres. FBI, le fait de créer deux paquets FBI PDF, c'est très facile. En revanche, les études qui montrent une augmentation des différences concerneraient des situations dans lesquelles les stratégies sémantiques doivent être mobilisées de manière volontaire et coûteuse cognitivement. C'est par exemple le cas si nous donnons la consigne aux participants de construire une histoire avec des mots qui n'ont pas de lien sémantique apparent. Donc, l'objectif de cette étude, c'était d'investiguer le rôle modulateur des stratégies sémantiques sur la mémoire de travail lors du vieillissement. Pour cela, nous avons mis en place une tâche de mémoire de travail dans laquelle les participants devaient retenir 3 paires de mots dans chaque essai, et à la fin de chaque essai, les participants devaient reconstituer les 3 paires de mots. Les participants, ils devaient mémoriser des mots concrets ou des mots abstraits. L'idée, c'est que nous disposons de plus de connaissances sémantiques associées aux mots concrets que aux mots abstraits. Et ensuite, il y avait aussi entre chaque mot une tâche distractrice qui était une tâche de jugement de verbe. Donc, nous manipulions justement la nature de cette tâche de jugement de verbe. En fait, soit les participants, ils devaient répondre à la question « Est-ce que ce verbe contient le son « que » soit ils devaient répondre à la question « Est-ce que ce verbe implique un mouvement du corps ?» Et l'idée derrière cette manipulation, c'est la suivante, c'est que pour retenir les mots, nous savons que les participants peuvent utiliser des stratégies phonologiques et sémantiques. Lors de la tâche distractrice phonologique, les participants, ils utilisent les représentations phonologiques pour répondre à la tâche des verbes. Est-ce que ce verbe contient le son « que » Donc, ils devraient être contraints de principalement utiliser des stratégies sémantiques pour retenir les mots. À l'inverse, dans la tâche distractrice sémantique, les participants, ils utilisent leur représentation sémantique pour répondre à la tâche des verbes. Ainsi, ils devraient être contraints d'utiliser principalement des stratégies phonologiques pour retenir les mots. Et donc, par conséquent, nous attendions à de meilleures performances dans les conditions où les participants utiliseront principalement des stratégies sémantiques pour retenir les mots. Il est à noter que les conditions étaient croisées entre la nature de la tâche et la concrétude, et que tous les participants passaient toutes les conditions. Donc, si nous récapitulons, nous manipulions la concrétude et la nature de la tâche distractrice, et nous avons rencontré des jeunes adultes et des personnes âgées. Nous mesurions les performances de reconnaissance immédiate des items et des paires. Nous avions également d'autres mesures, mais par souci de temps, je n'en parlerai pas ici. Et concernant nos hypothèses, nous supposions de meilleures performances pour les mots concrets que abstraits, des meilleures performances pour la tâche phonologique que sémantique,
et des meilleures performances pour les jeunes adultes que les personnes âgées. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement ici, ce sont les effets d'interaction. Et donc, concernant l'interaction entre la concrétude et la nature de la tâche, d'abord, nous attendions à un effet de concrétude plus important dans les conditions avec la tâche distractrice phonologique par rapport à sémantique. Ça peut vous paraître un peu flou tout de suite, mais je vous explique. Dans les conditions avec la tâche distractrice phonologique, on s'attend à ce que les participants ils utilisent majoritairement des stratégies sémantiques. Et donc, utiliser des stratégies sémantiques, c'est plus facile pour les mots concrets qu'abstraits. Donc, on s'attend à une grande différence entre ces deux types de mots. En revanche, pour la tâche distractrice sémantique, on s'attend à ce que les participants ils utilisent majoritairement des stratégies phonologiques, répéter les informations. Et pour le coup, répéter les informations, c'est tout aussi facile pour les mots concrets que abstraits. Donc, on s'attend à une plus faible différence entre ces deux types de mots. Et ensuite, concernant l'effet d'interaction entre le groupe et la concrétude. En fait, manipuler la concrétude, c'est un moyen de rendre les connaissances sémantiques facilement accessibles. Donc, nous pensons que les personnes âgées, elles pourront profiter de la concrétude pour compenser une partie de leur déficit en mémoire de travail. Autrement dit, les différences liées à l'âge, elles doivent être réduites pour les mots abstraits et augmentées, réduites pour les mots concrets, donc c'est facile, et augmentées pour les mots abstraits. Et enfin, concernant l'effet d'interaction entre le groupe et la nature de la tâche, je vous ai expliqué que l'idée, c'était de bloquer les stratégies phonologiques avec la tâche phonologique, en espérant que les participants, ils utilisent plutôt des stratégies sémantiques. Et ça, on pense que ça va être coûteux cognitivement, donc que les personnes âgées devraient avoir plus de difficultés à le faire, aggravant ainsi leur déficit en mémoire de travail par rapport aux jeunes adultes. Donc, dans cette étude, nous avons rencontré 44 jeunes adultes et 44 personnes âgées. Je vous présente ici les résultats pour la reconnaissance immédiate des pairs, mais c'était le même pattern de résultats pour la reconnaissance immédiate des icônes. Sur ce graphique, vous pouvez voir le pourcentage de reconnaissance correcte des pairs en fonction de la nature de la tâche, pour les jeunes adultes à gauche, pour les personnes âgées à droite, et en bleu pour les mots concrets, en rose pour les mots abstraits. Donc, étape par étape, concernant d'abord les effets principaux. Ici, j'ai moyenné tous les points pour les jeunes adultes et j'ai moyenné tous les points pour les personnes âgées. Et donc, on remarque que les jeunes adultes ont eu des meilleures performances de reconnaissance que les personnes âgées. Nous observons également de meilleures performances pour les mots concrets que les mots abstraits et de meilleures performances de reconnaissance, comme prédit, pour la tâche distractrice phonologique par rapport à sémantique. Et désormais, nous allons nous intéresser aux effets d'interaction. Concernant d'abord l'interaction entre la concrétude et la tâche, comme prédit, nous observons bien que l'effet de concrétude, c'est-à-dire que la différence entre mots concrets et mots abstraits, est plus important dans les conditions avec la tâche phonologique par rapport aux conditions avec la tâche sémantique. Et en plus de ça, nous observons bien l'effet d'interaction entre le groupe et la concrétude, dans le sens où les différences liées à l'âge, elles sont moins importantes pour les mots concrets et plus importante pour les mots abstraits. Cependant, nous n'avons pas observé d'interaction entre le groupe et la nature de la tâche. Donc, en fait, l'amélioration des performances permises par la tâche distractrice phonologique, elle était similaire pour les jeunes adultes et les personnes âgées. Donc, si nous faisons un peu la synthèse de tous ces résultats, nous avons bien observé nos effets principaux et l'effet d'interaction entre la concrétude et la tâche, ce qui permet de valider nos manipulations expérimentales, leur efficacité. Et concernant les effets d'interaction entre nos manipulations et le groupe, nous avons observé que la concrétude, elle permettait effectivement une réduction des différences liées à l'âge en mémoire de travail, mais en revanche, la manipulation de la nature de la tâche distractrice, elle n'a pas conduit à une augmentation de ces différences liées à l'âge. Donc, en conclusion, cette étude, elle a montré que la mobilisation des connaissances sémantiques, elle permettait aux personnes âgées de réduire leur déficit en mémoire de travail, mais uniquement si cette mobilisation des ressources cognitives, des stratégies sémantiques, a nécessité peu de ressources cognitives. Et il est intéressant de noter que nous avons observé strictement le même pattern de résultats pour les performances de mémorisation à long terme. Et nous atteignons enfin le dernier aspect de ce travail de thèse qui consistait à étudier plus amplement l'évolution de la mémoire de travail chez des personnes très âgées et lors de la survenue de troubles cognitifs. Donc, nous avons déjà vu qu'il y avait un déficit en mémoire de travail chez les personnes âgées et que ce déficit, il pouvait être modulé par les stratégies.
Et nous savons en plus que ce déficit en mémoire de travail, il s'accentue chez les personnes très âgées. Donc, dans le cadre de cette étude, nous nous sommes demandé si cette aggravation, elle pouvait être due à une augmentation des difficultés à utiliser le rafraîchissement, qui est une stratégie coûteuse cognitivement. Et de plus, nous avons vu que les personnes âgées, elles pouvaient bénéficier de l'utilisation des connaissances sémantiques. Et donc, nous nous sommes demandé si c'était aussi le cas chez des personnes très âgées. Et nous sommes également intéressés au fonctionnement de la mémoire de travail dans le cadre du vieillissement associé à la survenue de troubles cognitifs. Et plus particulièrement, nous avons rencontré des patients présentant des troubles cognitifs liés à une maladie d'Alzheimer, à une maladie vasculaire évolutive ou à une maladie d'Alzheimer avec une composante vasculaire. Donc, je ne vais pas présenter dans le détail ici ces maladies, mais toutes les études s'accordent sur le fait que ces patients présentent un déficit en mémoire de travail. Et à ce jour, ce que nous savons, c'est que les patients, ils sont particulièrement en difficulté dans des situations de double tâche. Or, par définition, la mémoire de travail, elle implique d'être engagé dans une double tâche. Donc finalement, il serait possible que les patients y rencontrent des difficultés à alterner entre maintien et traitement des informations. Donc le second objectif de cette étude, c'était d'investiguer si le déclin de la mémoire de travail observé lors de la survenue de troubles cognitifs pouvait s'expliquer par des difficultés à utiliser le rafraîchissement. Et enfin, les études, elles tendent à montrer que les connaissances sémantiques pourraient être impactées chez ces patients, mais les résultats, ils sont pas vraiment unanimes. Donc ici, nous nous demandions si les patients pouvaient ou non s'appuyer sur leurs connaissances sémantiques pour mieux retenir des informations en mémoire de travail. Et cette étude, elle a été rendue possible grâce à une collaboration avec le Centre de gérontologie Sud du CHU Grenoble. Donc, pour répondre à ces questions, vous commencez à avoir l'habitude, nous avons mis en place une tâche d'emploi complexe dans laquelle les participants ils devaient retenir des mots pour ensuite les rappeler dans l'ordre immédiatement et entre chaque mot, ils effectuaient une tâche de localisation spatiale. La première chose que nous manipulions, c'était les possibilités d'utiliser le rafraîchissement. Pour cela, nous avons manipulé le coût cognitif. Donc, dans la condition avec un coût cognitif faible, les participants, ils ont beaucoup de temps libre, donc ils ont beaucoup de temps pour mobiliser le rafraîchissement. À l'inverse, dans la condition avec un coût cognitif élevé, les temps libres sont plus courts, donc les participants, ils ont moins de temps pour mobiliser le rafraîchissement. Et donc, si les participants ils mobilisent le rafraîchissement, alors on va s'attendre à des meilleures performances dans les conditions avec un coût cognitif faible par rapport à élevé. C'est schématiquement représenté via ces flèches. Les flèches vertes, elles représentent les phases d'encodage et de maintien qui permettent une augmentation de l'activation des mots en mémoire, alors que les flèches roses représentent les phases de traitement où l'activation des mots décline. Et donc, dans les conditions avec un coût cognitif faible, les phases de maintien sont plus longues, donc l'activation des mots en mémoire sera plus élevée au moment du rappel. Mais ce qui est intéressant avec la manipulation du coût cognitif, c'est que si les participants ils n'utilisent pas le rafraîchissement, alors on s'attend à un pattern de résultats inverse avec des meilleures performances dans les conditions avec un coût cognitif élevé. Je vous montre pourquoi. Si les participants ils n'utilisent pas le rafraîchissement, alors les informations elles ne font que décliner, sauf que le temps entre l'encodage et le rappel des informations, il est plus long dans les conditions avec un coût cognitif faible. Donc, les informations vont davantage décliner dans les conditions avec un cognitif faible. Donc ça, c'était notre première manipulation. Et notre seconde manipulation concerne la disponibilité des connaissances sémantiques. Soit les participants ils devaient retenir des mots, des listes de mots sans lien sémantique, soit ils devaient retenir des listes de mots avec lien sémantique, tels que feuilles, arbres, branches, sapins, etc. Et donc, nous savons que si les participants s'appuient sur leurs connaissances sémantiques, alors il y aura des meilleures performances dans les conditions avec lien sémantique. Et à l'inverse, si les participants ne s'appuient pas sur leurs connaissances sémantiques, alors nous n'attendons pas de différence entre ces deux conditions. Donc, si nous récapitulons, ce que nous manipulions, c'était les opportunités de rafraîchissement et les opportunités d'utiliser les connaissances sémantiques. Nous avons rencontré des jeunes adultes que nous avons comparés à des personnes âgées sans troubles cognitifs. Et nous avons ensuite comparé ces personnes âgées sans troubles cognitifs à des personnes âgées présentant des troubles cognitifs. Et nous avons mesuré le pourcentage de rappel correct des mots. Et globalement, nous supposions une diminution de l'efficacité de l'utilisation du rafraîchissement à la fois pour les personnes âgées avec et sans troubles cognitifs. Et ensuite, nous supposions que les personnes âgées sans troubles cognitifs pourraient utiliser leurs connaissances sémantiques pour compenser une partie de leur déficit en mémoire de travail, mais que cela serait moins le cas
pour les patients. Donc, dans cette étude, nous avons rencontré 34 jeunes adultes, 72 personnes âgées et 33 patients. Et pour cette première partie des résultats, nous allons nous concentrer sur la comparaison entre les jeunes adultes et les personnes âgées sans troubles cognitifs. Et un des atouts de cette étude, c'est qu'on a inclus des personnes âgées allant de 65 à 92 ans, qui nous permet d'étudier l'évolution des effets du vieillissement. Donc, voici les graphiques de résultats qui représentent le pourcentage de rappel correct des mots en immédiat en comparant les jeunes adultes et les personnes âgées. À gauche, vous voyez les performances sans lien sémantique, à droite avec lien sémantique, et en bleu, coût cognitif faible, en rose, coût cognitif élevé. Nous observons que les jeunes adultes ont obtenu de meilleures performances que les personnes âgées. Nous avons bien l'effet du coût cognitif dans le sens où il y a des meilleures performances pour un coût cognitif faible par rapport à élevé. Et nous avons bien un effet du lien sémantique avec de meilleures performances dans les conditions avec lien sémantique par rapport à sans lien sémantique. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les effets d'interaction. Et concernant d'abord l'effet d'interaction entre le groupe et l'effet du coût cognitif. Ici, nous voyons qu'il y a un effet d'interaction dans le sens où les performances des personnes âgées bénéficient moins que celles des jeunes adultes de la diminution du coût cognitif. Donc en fait, ça signifie que les personnes âgées, elles mobilisent le rafraîchissement de manière moins efficace. Et nous pouvons observer un résultat intéressant sur ce deuxième graphique qui représente toujours les performances de rappel, mais cette fois seulement pour les personnes âgées en fonction de l'âge. Et nous voyons ici que les deux droites, elles finissent par se croiser, signifiant qu'en fait, plus les personnes âgées sont âgées, moins l'effet du coût cognitif est fort. Donc, moins elles parviennent à mobiliser des stratégies de rafraîchissement. Mais je ne veux pas que toutes les personnes âgées qui sont venues me voir sortent déprimées de cette salle. Donc, la bonne nouvelle, ça concerne l'effet du lien sémantique, dans laquelle nous observons cette fois que les personnes âgées profitent plus que celles des jeunes adultes de la présence d'un lien sémantique entre les mots. Et en plus, ce bénéfice, il apparaît stable de 65 à 92 ans. Et enfin, pour la deuxième partie des résultats, ça concerne la comparaison entre les patients et des personnes âgées sans troubles cognitifs. Pour cela, nous avons pris un sous-groupe qui était comparable en termes d'âge et niveau d'éducation à nos patients. Et dans cette partie, nous appellerons les personnes âgées sans troubles cognitifs les participants contrôle, parce que vous en avez peut-être marre de m'entendre dire les personnes âgées sans troubles cognitifs. Donc, ici, toujours les résultats pour le rappel correct immédiat. Et nous observons que les participants contrôle ont obtenu de meilleures performances de rappel que les patients. Ensuite, pour ce qui est des effets d'interaction, concernant d'abord l'effet du coût cognitif, nous observons qu'il y a bien toujours l'effet du coût cognitif pour les participants contrôle, mais qui disparaît chez les patients. Par contre, on n'observe pas non plus d'inversion des résultats. Je vous ai expliqué qu'en cas d'absence totale d'utilisation du rafraîchissement, on s'attendait à des meilleures performances en coût cognitif élevé, en rose. Et là, c'est pas ce qu'on observe, signifiant que les participants, ils semblent utiliser le rafraîchissement, mais de manière moins efficace que les participants contrôle. Et enfin, concernant l'effet du lien sémantique, il y a un effet d'interaction dans le sens où il y a bien un bénéfice du lien sémantique chez les patients, mais de manière réduite par rapport aux participants contrôle. Donc, si nous faisons la synthèse de nos résultats, pour le vieillissement normal d'abord, nous avons observé un déficit en mémoire de travail qui s'accentue avec l'âge et qui pourrait s'expliquer en partie par une accentuation des difficultés à mobiliser le rafraîchissement. En revanche, les personnes âgées, elles peuvent s'appuyer sur leurs connaissances sémantiques pour compenser une partie de leur déficit en mémoire de travail, et ce, même à des âges très avancés. Et ensuite, concernant les personnes âgées présentant des troubles cognitifs, nous avons observé un déficit en mémoire de travail par rapport à des participants contrôle. Et ce déficit, il pourrait s'expliquer à la fois par des difficultés à utiliser le rafraîchissement et par des difficultés à utiliser les connaissances sémantiques. Toutefois, nous avons vu que les patients, ils semblaient quand même continuer à utiliser ces stratégies. Et j'aimerais finir cette partie par une précision importante. Je vous ai parlé jusqu'à présent des patients comme un groupe uniforme, alors qu'au début, je vous ai expliqué que ce groupe était composé de patients ayant des troubles cognitifs liés à 3 étiologies distinctes. Et en fait, pour faire des analyses distinctives en fonction des groupes, nous avons besoin d'environ 20 patients par groupe. Et les recrutements sont toujours en cours à ce jour, donc nous n'avons pas encore assez de patients dans chaque groupe pour pouvoir avoir des résultats fiables concernant cette distinction. Et j'aimerais désormais conclure cette présentation en proposant quelques pistes de réflexion à propos des potentiels apports théoriques de ces travaux de thèse.
Donc, nos résultats expérimentaux, ils s'accordent sur le fait que les connaissances sémantiques jouent un rôle déterminant dans le maintien des informations en mémoire de travail. Et la prise en considération de l'ensemble de nos résultats pourrait alimenter le débat concernant la nature des interactions entre mémoire de travail et mémoire à long terme. Pour vous donner un aperçu de ce débat, il était originellement considéré que les informations verbales maintenues en mémoire de travail étaient uniquement de nature phonologique et que l'intervention de la sémantique pouvait avoir lieu seulement à travers un déplacement des informations en mémoire à long terme. Sauf que, dans nos études 1 à 6, on a vu qu'il y avait un bénéfice des connaissances sémantiques uniquement en mémoire de travail, sans impact en mémoire à long terme. Or, si le maintien sémantique ne pouvait avoir lieu qu'en mémoire à long terme, alors il devrait y avoir un bénéfice en mémoire à long terme, donc lors du rappel différé. Mais il y a d'autres modèles, tels que le modèle de Martin et collaborateurs, qui conceptualisent la mémoire de travail comme intégrant directement des structures de traitement de la sémantique à l'intérieur de la mémoire de travail, sans recours au déplacement de la trace mnésique en mémoire à long terme. Et donc, pouvant expliquer comment nous pouvons observer un bénéfice en mémoire de travail sans bénéfice en mémoire à long terme. Toutefois, dans nos études 7 et 8, cette fois, on a observé un bénéfice de la sémantique à la fois en mémoire de travail et en mémoire à long terme. Donc finalement, ça pourrait suggérer qu'il pourrait y avoir plusieurs voies d'influence de la sémantique en mémoire de travail, à la fois en passant par un maintien sémantique direct en mémoire de travail et en passant par une récupération des informations depuis la mémoire à long terme. Mais bien sûr, ces différences, elles peuvent aussi s'expliquer par les spécificités dans les méthodes employées. Donc, ces considérations, elles devront faire l'objet de plus amples investigations, notamment en ne se limitant pas à des paradigmes d'enfants complexes et en mettant en évidence d'autres preuves d'un maintien sémantique direct au-delà de l'effet de la distribution des temps libres. Et concernant le second aspect de ce travail de thèse, qui se situait dans l'étude de l'évolution liée à l'âge de la mémoire de travail, nos résultats ont montré que les personnes âgées, elles continuent à spontanément mobiliser des stratégies de maintien, même à des âges très avancés et même lors de la survenue de troubles cognitifs. Et grâce à ces travaux de thèse, nous proposons que les stratégies de mémoire de travail, elles pourraient être placées sur un continuum en fonction du coût en ressources cognitives associé à leur utilisation. D'un côté, les stratégies sémantiques peu coûteuses cognitivement, elles ont permis aux personnes âgées de compenser leur déficit en mémoire de travail. En revanche, les stratégies sémantiques plus exigeantes en ressources, elles n'ont pas permis une telle compensation. Et par chez collaborateurs, vont même jusqu'à montrer qu'une consigne explicite à utiliser l'élaboration a aggravé ce déficit. Et c'est également ce que nous avons observé avec le rafraîchissement, qui est une stratégie non sémantique et coûteuse cognitivement. Mais finalement, les investigations, elles devront se poursuivre pour déterminer précisément les conditions qui font qu'une stratégie elle est coûteuse ou non à utiliser. Et une application prometteuse de ces résultats pourrait résider dans la construction des programmes de simulation cognitive qui visent à réduire les difficultés rencontrées par les personnes âgées. En fait, à ce jour, il y a des programmes de simulation cognitive qui ciblent l'entraînement de la mémoire de travail, qui ont montré des bénéfices sur les tâches spécifiquement entraînées, mais ils peinent à obtenir des bénéfices dans la vie quotidienne des personnes, ce qui est pourtant l'objectif premier. Et ici, nous montrons que même sans entraînement, les personnes âgées s'appuient spontanément sur leurs connaissances sémantiques. Donc peut-être que inciter ce type de stratégie dans un maximum de situations de la vie quotidienne pourrait aboutir à de réels bénéfices. Et donc j'arrive au terme de cette présentation. Il me reste désormais à remercier Benoît Lemaire et Sophie Portrat pour m'avoir accompagnée dans tous ces travaux de thèse, ainsi qu'Amélie Bichon et Mélanie Serre pour m'avoir accompagnée et avoir rendu possible le projet avec le Centre de gérontologie Sud. Je tiens également à remercier tous les étudiants et étudiantes avec qui nous avons collaboré, particulièrement à Léonore et Edouard, avec qui les échanges ont vraiment été très enrichissants. Et je remercie l'ensemble des participants qui ont accepté de se prêter au jeu des tâches d'enfants complexes. Et bien sûr, un grand merci à vous pour votre attention.